Cette vidéo est sponsorisée par Vaonis. Ça, c'est le soleil. Normalement, ça va, jusque-là, vous connaissez. Et le 12 août prochain, soit dans un peu moins de 2 mois maintenant, il va y avoir une éclipse totale du soleil en Espagne. Voilà, donc si jamais vous êtes en Espagne à ce moment-là, vous pourrez observer une éclipse totale du soleil, comme moi je l'ai fait le 11 août 1999 à Strasbourg. Ça ressemblait à ça. Mais si vous êtes en France, malheureusement, l'éclipse ne sera que partielle. Mais attention, parce qu'il y a partiel et partiel. Là, on parle d'une éclipse quand même qui va recouvrir le soleil entre 91 et 99% en France. Ça va. Et pour votre information, la prochaine éclipse totale du soleil que vous verrez en France, ce sera le 3 septembre 2081. Et rappelez-vous, parce que c'est absolument essentiel, quand une éclipse solaire n'est pas totale, on ne la regarde jamais sans un filtre adapté. Et on ne la regarde absolument jamais, en aucun cas, à travers un appareil optique, genre des jumelles ou un télescope, sauf si l'appareil optique a un filtre adapté. Ce qui nous amène au sponsor de cette vidéo. Vaonis est une société française qui fabrique des télescopes révolutionnaires et innovants, mais il y a un modèle en particulier dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est le modèle Estia. Estia est un télescope au rapport qualité-prix absolument imbattable, qui tient dans un sac à dos, je veux dire, ça fait la taille d'un gros livre, sur lequel vous allez pouvoir poser votre smartphone, qui va ensuite faire office d'écran. Ça ressemble à ça, voilà. Vous montez le pied, vous fixez le Estia sur le pied, vous positionnez votre téléphone sur le Estia, et vous êtes prêt à capturer. Si vous prenez le pack avec le filtre solaire, vous allez voir la promo, franchement, prenez le pack avec le filtre solaire, vous pouvez observer le soleil. Là, on a eu une chance de bâtard, parce que ça fait une semaine qu'il fait un temps de merde, aujourd'hui il a fait beau, donc je l'ai sorti pour vous montrer quelques images, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais également une photo de la Lune que j'avais prise en janvier à 17h. Donc il faisait même pas spécialement nuit en fait. Et le tout depuis chez moi, sans me poser une seconde la question d'aller prendre la bagnole et aller m'isoler dans un champ, quoi. Que vous souhaitiez réaliser une observation seul, ou en romantique, en couple, ou en famille, ou avec un groupe d'enfants pour leur montrer, enfin bref, ce que vous voulez. Estia, c'est un usage extrêmement simple, pour un prix qui défie le bon sens. En suivant le lien qui est dans la description avec le code YPENSER50, bénéficiez de 50 € de remise sur les packs Estia, offre valable jusqu'au 25 juin inclus. Juste cliquez sur le lien, vous allez voir, vous allez pas le regretter. Franchement, vu la promo, achetez le pack ultime, avec la coque rigide, le pied, le filtre solaire, tout qui va bien, quoi. C'est clairement un achat que vous ne regretterez pas, je veux dire. À moins de le jeter directement sur un rocher, votre Estia, il va vous durer le temps d'une vie. Donc merci à Vaonis de me faire confiance, et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Prêtez l'oreille, chers spectateurs inattentifs, et soyez les bienvenus. Je vais vous raconter l'histoire d'un programme de recherche pharmaceutique ayant employé plus de 50 000 personnes. Un programme qui fabrique des vaccins et de l'insuline. Officieusement, il se prépare à déclencher une apocalypse biologique en industrialisant des pathogènes mortels. Aujourd'hui, les gens, on va sans doute parler d'un des projets les plus russes de tous les projets russes. Bienvenue chez Biopréparate. Notre mission ? Enfermer la peste dans des sprays et la variole dans des bombes. Bon, c'est normalement une surprise pour personne, mais s'il y a un domaine dans lequel on est doué, mais vraiment doué, c'est toujours trouver de nouvelles façons créatives de se mettre sur la gueule. Ce qui fait qu'un programme de recherche peut bien stagner pendant des années. Si à un moment donné, on trouve le moyen d'en faire une arme, alors là, t'inquiète frère, le gouvernement passe en mode « shut up and take my money ». Et les travaux avancent alors comme un écureuil sous en fait. Ouais comme un écureuil normal en fait. Comment ça? T'as déjà vu un écureuil? Pourquoi? Ah ouais, donc comme un écureuil normal. D'ailleurs, c'est ce genre de motivation militaire qui nous ont donné les travaux de Fritz Haber sur les gaz de combat. Vidéo sur Fritz Haber, le lien dans la description. Ou le projet Manhattan d'Oppenheimer qui mena à la bombe atomique. Vidéo sur Feynman, le lien dans la description. Avec ces programmes, on a quand même assisté à la naissance des 2 premières classes d'armes de destruction massive. Les armes chimiques et les armes atomiques. Bon, là, normalement, quand vous avez accouché comme ça de 2 rejetons particulièrement compliqués, vous n'allez pas en faire un 3e, Vous pensez bien que si la chimie et la physique ont permis de donner naissance à des armes de destruction massive,
Y a pas de raison de pas laisser la biologie en croquer un peu. Un peu. Mais alors que les armes chimiques et nucléaires ont été développées grâce à des technologies novatrices, pour développer des armes biologiques, alors pour les armes biologiques, là on va clairement s'inspirer du passé. Mais genre, du passé. Passé. Faut dire que le concept n'est pas nouveau, hein. Dans l'Antiquité, on utilisait déjà des armes biologiques. Oui, les Scythes... Non, pas ceux-là. Ceux-là, voilà. Donc, oui, les Scythes, en leur temps, contaminaient les puits de leurs ennemis avec de la merde et des cadavres. Oui, voilà. Ils chiaient dans les puits et ils y larguaient des cadavres. Dans le genre marrant aussi, au Moyen-Âge, il y a des témoignages de catapultage de gens pestiférés. On a catapulté des pestiférés directement dans les zones assiégées pour y déclencher des épidémies. Un peu plus récemment, et évidemment ça c'est un fait qui est largement connu, les Britanniques et les Espagnols ont gentiment offert des couvertures pleines de variole au peuple amérindien, pour les aider à bien dormir, semble-t-il. Alors vous pensez bien que bien évidemment, à ces époques-là, ils avaient aucune idée de comment ça marchait. Mais ça marchait. Ils avaient bien compris que les infusions de cadavres, alors ok c'est artisanal, mais c'est efficace. Et il faudra attendre bien plus tard et les progrès en microbiologie, grâce à des gens comme Pasteur, Koch, Beijerinck et tant d'autres, pour mieux comprendre le fonctionnement de ces bactéries et de ces virus. Même si, très clairement, l'idée de ces gens-là qu'on vient de citer, c'était plutôt d'éviter les épidémies, hein, et d'améliorer la santé publique. Mais bon, il n'empêche que si on comprend mieux, alors on peut utiliser mieux pour liquéfier la gueule de son prochain. Cependant, après quelques tests de pathogènes sur du bétail, on a rapidement flairé le bourbier. À savoir que déclencher une épidémie, ça peut vite devenir incontrôlable. Si bien que très tôt, dès 1925, on interdit les armes biologiques. Là, c'est fini, les armes biologiques, c'est de la triche. Point. Bon, le problème, c'est que la définition est pas nette, elle est floue, et que on ne s'interdit toutefois pas de les fabriquer et de les stocker. En outre, il y a strictement aucun contrôle qui est fait. Ce qui fait que, à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, l'étude des applications de pathogènes pour en militariser l'usage, et l'étude, on a dit ça, c'est bon, on a le droit, l'étude donc s'intensifie. Un des cas les plus connus, c'est l'unité 731 au Japon. Vous allez voir que c'est pas très kawaii, comme on dit. Entre 1937 et 1945, l'unité 731 mène des expérimentations sur des prisonniers volontairement infectés par... Vous savez quand on dit d'un choix horrible que c'est choisir entre la peste et le choléra? Bon bah là, ils leur refilaient la peste et le choléra. Et la syphilis, comme ça, pas de jaloux. Ces expérimentations permettront des attaques en Chine, en contaminant les cours d'eau ou en distribuant de la bouffe infectée, ou encore à l'aide de bombes, et alors écoutez bien, celle-là elle est raide, à l'aide de bombes à puces infectées par la peste. Les gars, ils élèvent des puces nourries au sang de rats pestiférés, ensuite ils les chargent dans des bombes, et les larguent sur la population civile. Le bilan des attaques biologiques japonaises sur la période fait entre 10 000 et 200 000 morts. Putain, mais paye ta fourchette, quoi. Non, paye ta baguette. Parce que là-bas, ils utilisent des... Et quand on a découvert ça après la guerre, comment vous dire qu'il y a eu des conséquences terribles pour les auteurs de ces crimes? Attendez, comment? Ah non, en fait, on me dit que non, en fait, il s'est rien passé. Oui, en 1945, les scientifiques de l'unité 731 échappent à toute condamnation et à toute poursuite en échange de leurs connaissances scientifiques qu'ils fournissent aux États-Unis. Bon, là, ça peut être un petit peu compliqué de comprendre ce truc-là, qui plus est avec un point de vue actuel. Il faut vraiment tenter de se rendre compte de la valeur de ces données scientifiques immorales. C'est-à-dire, pour un pays, c'est de l'or en barre, emballé dans des feuilles d'or. Ça revient à pouvoir exploiter la science gratuitement, réalisé hors de tout cadre éthico-légal, le tout sans assumer le moindre risque de condamnation internationale. On est d'accord, ça ne rend absolument pas le truc moins immoral. Mais, dans le contexte un peu tendu de l'après-guerre, ça explique sans doute certaines amnisties. Et alors qu'on soit clair immédiatement, il n'y a pas que les méchants qui font ce genre de trucs. Les Américains aussi, ils ont fabriqué des bombes à anthrax ou à toxine botulique. Mais ils les ont jamais utilisées. Pareil pour le Royaume-Uni, qui a fait aussi des bombes à anthrax. Pour faire des tests. Ah oui, tiens d'ailleurs, vas-y. Paye la gueule de ton test, quoi. Genre, ils ont foutu quelques milliers de moutons sur l'île de Grunard,
C'est en Écosse, c'est tout au nord de l'Écosse. C'est une toute petite île, et ils ont bombardé ce caillou avec de l'anthrax, pour tester la dispersion dans l'air des spores d'anthrax. Résultat, bon bah, tous les moutons sont morts, hein, ça c'est... oui, bien sûr. Mais en plus, l'île est restée inhabitable pendant 50 ans. Genre, pour la décontaminer, il a fallu intégralement l'asperger de formol. Oui, ils ont intégralement recouvert la surface de l'île de formol pour se débarrasser de spores d'anthrax qu'ils avaient eux-mêmes balancés un demi-siècle plus tôt. C'était quoi ça? C'est un écolo qui écoutait ton histoire et qui a explosé. Un cas rare d'explosion spontanée. On va prendre 2 secondes pour parler de l'anthrax, parce que généralement on connaît le nom, on sait que c'est de la merde, mais on n'en sait pas franchement plus. Et donc notamment on ne sait pas à quel point c'est de la merde. La maladie du charbon, ou de son nom anglais, anthrax, c'est la superstar des armes biologiques. À l'origine, c'est une maladie animale causée par une bactérie, Bacillus anthracis. Et si elle a un tel succès, c'est parce qu'en plus d'être extrêmement mortelle, elle est très facilement militarisable. Et pourquoi? Parce qu'elle est capable de fabriquer des spores ultra résistantes. Les spores, c'est tout simplement une forme de survie des bactéries. C'est une sorte de stase qui leur permet d'être beaucoup plus difficiles à éliminer. Chouette. Ces spores peuvent rester stockés dans des bombes, prêtes à l'emploi, littéralement, pendant des décennies. Et alors, quand un humain rencontre ces spores, il va développer des ulcères noirs comme le charbon, d'où le nom de maladie du charbon, ainsi que des troubles digestifs graves. Mais le pire, c'est si on respire ces spores. Alors là, c'est 80% de mortalité. Alors, il existe bien des traitements antibiotiques, mais vu la facilité de dispersion et la rapidité d'action, il est généralement trop tard pour agir, quelle que soit la situation. En résumé, sur la période 1930-1960, on commence à trouver des applications géniales et des façons inventives de distribuer des pathogènes aux gens qu'on n'aime pas. Super. Le problème, c'est qu'avec les tests, comme ont fait les Britanniques là sur leur île, on se rend compte que non seulement c'est un sacré bordel, mais que de plus, ça peut vite devenir absolument incontrôlable. Les agents biologiques dispersent bien, trop bien, et on a peur de pourrir durablement les zones contaminées ou de perdre le contrôle d'une épidémie. Et c'est donc dans ce contexte que dans les années 70, on s'est dit que ce serait pas mal de faire avec les armes biologiques comme on l'a fait avec les armes chimiques et les armes nucléaires. On classe ça en armes de destruction massive, on les interdit totalement, et on s'assure du mieux qu'on peut que personne ne s'amuse avec. Au cas où. Et en 1972, la Biological Weapon Convention, traité international interdisant l'usage, la production et le stockage d'armes biologiques, est signée. Et tout est bien qui finit... Oh putain, non! Préparez-vous donc pour l'histoire la plus russe des histoires russes, celle qui à elle seule justifie le même c'est normal en Russie. En 1973, alors juste qu'ils viennent de poser le stylo avec lequel ils ont signé la convention dont on vient de parler, l'URSS lance un grand programme de recherche civile, un programme intitulé Programme de recherche en biotechnologie civile, dont le but est la fabrication de vaccins, de médicaments et d'enzymes pour l'agriculture. C'est le programme Biopréparate. Oh, ça va, tu me rassures. Putain, tu m'as fait peur là avec ta mise en scène de part. C'est une façade qui masque l'un des plus ambitieux programmes de développement d'armes biologiques jamais lancés, avec pour but d'améliorer des pathogènes et d'en produire des quantités démentielles, et même d'inventer certains virus pour éliminer sélectivement certaines ethnies. Ça va, t'es rassuré? Bon, parlons un petit peu de leur catalogue, vous voulez bien? Bon déjà, best-seller évident, la variole. On en a parlé dans l'épisode sur Jenner, le lien dans la description. Avec son taux de mortalité de 30% et une contagion très facile, c'est une des armes potentiellement les plus efficaces. Sans traitement à l'époque, elle devait être larguée par avion sous forme d'aérosol pour décimer les populations qui se trouvaient en dessous. Et là, vous allez me dire, attends, Bruce, pas de traitement, pas de traitement. Alors ok, peut-être pas de traitement, mais il y avait un vaccin déjà, non? Hein? Vidéo sur Jenner? Le lien dans la description. Alors, pas d'inquiétude à ce sujet, mes petits amis, hein, vous pensez bien, ils sont pas cons, hein, les soviétiques. Ils bossaient évidemment sur des variants qui étaient absolument insensibles au vaccin. Sinon, c'est con. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, la toxine botulique. La toxine botulique, ou en anglais botulic toxin, Botox,
Oui, celle-là même qu'on s'injecte sous la peau quand on en a marre que notre visage ait des expressions faciales, j'imagine. Sans déconner, un jour je comprendrai. Un jour je comprendrai comment quelqu'un peut voir ça et se dire « il me faut la même chose parce que si j'ai la même chose que ça, les gens quand ils me verront, ils se diront « waouh, mais ce gars a l'air d'avoir 22 ans ». Bref, la toxine botulique ou Botox, on pourrait ne pas s'en douter à cause de l'usage qu'on en fait, mais c'est une toxine particulièrement terrible et d'une efficacité véritablement terrifiante. Alors juste là, on n'est pas directement sur un pathogène, hein. On est sur une petite protéine neurotoxique qui est produite par une bactérie qui s'appelle Clostridium botulinum. Et cette toxine inhibe la libération d'un neurotransmetteur qui s'appelle acétylcholine. En gros, les nerfs ne communiquent plus entre eux. Voilà, c'est tout. Oui, c'est tout, mais ce que ça signifie, c'est que quand un message part du cerveau pour aller à un muscle, le message arrive jamais au muscle. Et donc, il est absolument impossible de bouger. L'empoisonnement occasionne une paralysie, certes, mais également une paralysie des muscles respiratoires. On va faire simple. C'est tout simplement le poison le plus puissant connu à ce jour. Vous voyez le cyanure? C'est 500 000 fois plus puissant que le cyanure. 500 000 fois. Ça vous parle, ça? Ça va? Niveau usage, il est pensé pour être balancé en aérosol, hein, ça c'est un grand classique, mais également pour empoisonner les réserves d'eau des populations. Ah ouais, c'est chaud. Oui, mais il y a pire. Mais non. Hold my beer. Les soviétiques développaient également des souches de fièvre hémorragique. Pardon, des quoi? Ebola et Marburg. Ah, des fièvres hémorragiques, donc avec les virus Ebola et Marburg. Ces deux virus, ou plutôt ces deux filovirus, c'est une famille de virus qui a une forme filaire. C'est pour ça qu'on les appelle les filovirus. On en a peur pour au moins une raison. Le profil absolument horrible de la maladie qu'il provoque. Vous voyez, normalement, lors d'une attaque virale, les cellules infectées libèrent de l'interféron. C'est une molécule qui alerte le système immunitaire et mobilise les lymphocytes sur le site de l'infection, pour attaquer le virus. Sauf que Ebola et Marburg, ils bloquent cette réponse grâce à des protéines virales. Mais c'est pas tout. Ces virus infectent de plus certaines cellules immunitaires, qui agiront comme de véritables petits chevaux de Troie pour apporter le virus aux ganglions, au foie et à la rate. Et c'est là que l'infection s'amplifie et que ça part en couille totale. Et là, tu vas nous expliquer ce que ça veut dire partir en couille totale? Sur place, le virus, il attaque les cellules des organes, mais en circulant, il attaque aussi les cellules des parois des vaisseaux sanguins. Ah, l'endothélium? Exactement, l'endothélium. Bravo. Alors juste, une attaque de l'endothélium, ça veut dire un trou dans les vaisseaux sanguins. Et un trou dans les vaisseaux sanguins, ça veut dire saignement. Et alors autant quand c'est local, c'est pas bien grave. On prend un coup, on a un bleu, voilà, on n'en meurt pas quoi, hein, normalement. Mais quand c'est généralisé, et là autant vous le dire, c'est très généralisé, ça veut dire des trous partout dans les vaisseaux sanguins, et donc, c'est absolument impossible à reboucher. On saigne d'absolument partout. Le corps se met alors à paniquer complètement et déclenche généralement ce qu'on appelle une tempête de cytokines. Normalement, les cytokines, ça sert à lutter contre une infection virale en alertant le système immunitaire. Ok. Sauf que là, c'est le bordel. C'est un tel bordel que le corps ne sait pas quel signal gérer. Il y en a trop, en fait. Et donc, choc septique, nécrose des tissus, dysfonctionnement des organes. Vous savez quoi? Plus simple. La personne se liquéfie littéralement de l'intérieur. Donc autant vous dire que quand on en est à ce stade, c'est bien trop tard pour tenter quoi que ce soit en fait. La première phase de l'infection est discrète pendant quelques jours, pendant 4 ou 5 jours. Et puis ensuite tout s'emballe et c'est réglé, genre en 10 jours c'est fini. Ebola sans traitement, c'est 90% de létalité. 90, un peu moins pour Marburg. Et ça fait passer la variole pour une blague de Toto, quoi. Donc, sur le papier, ces virus, ils sont terrifiants. Oui. Et c'est le but, hein. Comprenez bien que c'est pour ça qu'ils sont intéressants pour l'armée. Parce que, on va être honnête, même s'ils font vraiment peur, à cause de la maladie pourrie que ça donne, et du fait que il y a vraiment peu de chances d'en sortir, niveau transmission, c'est quand même beaucoup moins efficace que l'anthrax ou la variole. Donc le développement de ces armes avait en réalité plus pour but d'en faire une arme psychologique, pour terrifier les populations en déclenchant des épidémies très localisées. Toujours dans les virus, mais j'annonce là, je veux dire, sur ce sujet, on n'a pas d'autres preuves que de simples témoignages. On parle du développement de virus hybrides
variole Ebola. Hybride variole Ebola. Histoire d'être mortel comme Ebola, mais de se transmettre aussi simplement que la variole. Mais ils sont tarés ou quoi? En vrai, si j'en crois les experts, oui, bah les experts, oui, je les crois. Ok, un tel virus, c'est ultra terrifiant, mais en pratique, c'est très difficile à synthétiser, hein, vu à quel point ces virus sont différents l'un de l'autre. Putain. Bon, ça y est, on a fait le tour? Bah évidemment que non. On n'a pas encore mentionné l'incontournable superstar, l'anthrax. Prévu pour être dispersé par des bombes ou des missiles, c'est l'arme idéale pour contaminer durablement des zones entières. Bon, l'anthrax, j'ai dit, c'était déjà bien connu, mais eux, ils ont poussé le vice du développement jusqu'au point d'aboutir à la souche de combat 836. Souche décrite comme la souche d'anthrax la plus virulente et la plus vicieuse connue de l'homme. Rien que ça. Ils avaient un outil industriel à Attends, juste un truc. 10 microgrammes de cette merde, ça suffit à te tuer, d'accord? 10 millionièmes de grammes. Ok? Vas-y maintenant. Ils avaient un outil industriel à Stepnogorsk, et déjà juste le nom fait flipper. Stepnogorsk, au Kazakhstan. Pareil, là, t'as dit Kazakhstan, j'ai fait une série de petits P, là. Un outil industriel capable de produire 300 tonnes d'anthrax par an. 300 tonnes! 10 putains de camions pleins à craquer. Et juste qu'on soit clair, c'est pas une façon de parler, c'est pas une image ni rien. Hein. Ça, pour le coup, c'est un chiffre. Ah, y a pas beaucoup de choses qui sont à ce point documentées, mais ça, c'est un chiffre qui est particulièrement bien documenté. Et alors, juste, pardon, mais moi, ça me fait gentiment marrer de me dire qu'à cette époque-là, le monde entier flippait de l'arme nucléaire et des risques de guerre nucléaire, tout ça, en n'ayant absolument aucune idée que ce machin-là existait. Et normalement, à ce stade, vous connaissez ma chaîne, vous connaissez la réputation des soviétiques, donc en toute logique, vous devez vous dire, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Hein? Eh ben, en vrai, figurez-vous, étonnamment, il n'y a pas eu grand-chose de notable pendant 6 ans. En avril 1979 arrivera à Sverdlovsk, qui est l'actuel Ekaterinbourg, ce qui sera surnommé par la suite le Tchernobyl biologique. Et en vrai, c'est un peu abusé comme nom. Mais je comprends l'idée. Imaginez une gigantesque culture d'anthrax destinée à être transformée en aérosol. Vous pensez bien que les sites où on produit ce genre de machin, bah c'est des sites sensibles, avec une maintenance high-tech et un souci du moindre truc qui pourrait mal tourner. Exactement comme Tchernobyl. Non, mais jusque-là, ça se tient. Et donc, en avril 1979, comme régulièrement, on change les filtres de sécurité. Bah oui, il faut les changer régulièrement, donc c'est normal. Et on démarre le processus de séchage. Bon, il y a juste eu un défaut de communication entre les équipes de maintenance et les ingénieurs qui déclenchent le séchage. C'est-à-dire que la maintenance a enlevé le filtre, et les techniciens de production, ils ont lancé le séchage, sans se rendre compte que la maintenance n'avait pas remis un nouveau filtre. La boulette. Ils ont donc libéré dans l'air des spores d'anthrax. Alors, à leur décharge, ils ont corrigé le tir très très vite. Certes oui, mais pas assez vite, vous allez voir. Bon, on est en URSS. Par ailleurs, le programme Biopréparate est un programme secret. Donc vous pensez bien que l'alerte a été discrète. Ce qui est toujours un bon signe pour une alerte. Ouais, donc il y a juste eu le haut commandement militaire qui a été au courant. Les autorités locales, elles étaient tellement pas au courant que si ça se trouve, il en reste qui vont découvrir cette histoire avec cette vidéo. Dans les jours qui ont suivi, étrangement, des travailleurs d'une usine voisine, ainsi que des habitants des quartiers voisins, vont tomber malades. Fièvre, hémorragie interne. Le bilan officiel annonce une centaine de décès. Le bilan officiel. Je précise parce que le décompte officiel de décès dans le régime soviétique, on connaît. D'ailleurs, officiellement, l'URSS a toujours nié la cause de ces décès.
Pour eux, c'était de la viande avariée. Si ça se trouve, à cause de ça, il y a un boucher dans le coin qui a pris une sauce monumentale qui tombait de nulle part. Même si je reconnais que effectivement c'était malin, parce que les symptômes, ça peut être à peu près cohérent avec une histoire de viande avariée. Pas mal. Ah, et évidemment, parce qu'apparemment c'est le protocole hein, quand il y a de la viande avariée, les dossiers médicaux des victimes ont été détruits par le KGB. Mais du coup, ça fait qu'il est absolument impossible de connaître précisément l'ampleur exacte de l'accident. Accident qui fut le premier à mettre en péril le caractère secret du programme, mais surtout accident le plus important. Alors juste qu'on soit clair, il y en a eu un paquet d'autres hein, d'incidents et d'accidents, hein, voilà, mais comme ils étaient de moindre ampleur, ils sont moins documentés. Et par moins documentés, je veux dire encore moins documentés. Par exemple, en 1985, alors que la variole a déjà été officiellement éradiquée de la surface de la Terre, hein, je rappelle, on suspecte des cas de variole dans la ville de Kirov. Étonnamment, le hasard sans doute, hein, on trouve dans cette ville un labo de biopréparate qui travaille sur des souches de combat de variole. C'est fou, non? Comme le monde est petit, le hasard, tout ça, c'est... Waouh. Les malades ont été immédiatement isolés. Oui, parce qu'ils sont pas cons non plus et qu'ils savent à quel point ça peut très vite devenir une énorme merde. Ils sont traités dans le plus grand secret et là, franchement, l'URSS s'en sort pas trop mal. 3 morts. Oui, sincèrement, sans ironie ni rien, sincèrement, ça aurait pu être largement pire. En 1988, une erreur de manipulation dans l'usine de Stepnogorsk, oui, une erreur de manipulation, une de plus, hein, diront les mauvais esprits, aurait induit une fuite d'anthrax dans l'usine. 2 personnes décèdent et l'usine est partiellement contaminée. Et il faudra un arrêt d'activité et une décontamination pour que l'activité puisse reprendre. On est bien d'accord que ces incidents-là, ils sont nettement moins graves que le premier dont j'ai parlé, mais comprenez bien que c'est des incidents qui installent un genre d'ambiance, vous voyez? Et les employés qui bossent là-bas, ils commencent un peu à fouetter du derche. Oui, parce que évidemment, le programme, à ses débuts, il était flamboyant. Mais enfin, on parle de l'URSS, là. Et donc, le matériel, il prend de l'âge et les moyens diminuent, à mesure que le régime se porte un peu moins bien, pour le dire très gentiment. En vrai, on est en droit de se poser une question. Comment est-ce qu'un scientifique peut accepter en toute détente de participer à un truc comme ça? Ensuite, vous multipliez ça par 40 ou 50 000 employés, et vous arrivez vraiment à une question qui est fondamentale. Putain, mais comment est-ce qu'ils ont réussi à garder un truc aussi gros, secret, pendant aussi longtemps? Et la réponse, vous allez voir, elle est assez simple. Déjà, on recrute les meilleurs biologistes, virologues, ingénieurs, etc. Mais surtout, rapport au fait qu'on est en URSS, les plus obéissants. Et ces gens-là, on leur file ras la gueule de privilèges. Surtout pour l'époque. Salaire triplé, accès au luxe avec de belles demeures, des grosses bagnoles, et même l'autorisation de faire des voyages à l'étranger pour des congrès. Le tout en leur rappelant bien régulièrement pourquoi c'est hyper important de lutter contre l'impérialisme américain. En plus de tout ça, je rappelle, les gars, on leur file quand même du matériel de pointe au début, et des financements illimités au début aussi. Donc ouais, oui, ça motive. Ajoutez à ça que les gars vivent dans des complexes isolés, voire carrément quasiment dans des villes secrètes, en fait. Et si ça suffit pas, dites-vous que le KGB menace explicitement leur famille et les surveille constamment. Donc, est-ce qu'ils avaient le choix? Je veux dire, entre vivre comme un pacha ou mourir au goulag, mais en vrai, il est où le choix, là? Sauf que, comme je l'ai dit, tout ça, là, tout ce dont je viens de parler, le pognon, le matériel, tout ça, ça c'est bien joli au début, mais avec les années qui passent, il y en a de moins en moins. Et les menaces, ça marche un poil moins bien quand ton pays s'effondre. En 1989, Vladimir Pasechnik, directeur de l'Institut biopréparate ultra pur de Leningrad, là, lui, il en a ras la caisse, il ne supporte plus moralement de bosser sur des pathogènes de combat. Ouais, c'est fini. Donc, il profitera de la première occasion venue pour tout balancer à la Grande-Bretagne. Il révélera notamment que le projet est bien plus vaste, bien plus étendu et bien plus abouti que ce que le bloc de l'Ouest en pensait. Parce que oui, évidemment qu'avec les années, l'Occident en avait entendu parler de ce programme, mais pour eux, bah, c'était un petit programme en fait. Mais celui qui va véritablement anéantir Biopréparate, c'est son numéro 2. Son directeur scientifique, Kanatsan Alibekov, qui est connu depuis sous le nom de Ken
Ali Beck. Il avait rejoint Biopreparat en 1975 et supervisé les recherches sur le développement de virus et la production à grande échelle d'anthrax. Et après la chute de l'URSS en 1991, Ken Ali Beck se dit que le programme Biopreparat, en vrai, c'est un programme qui n'a plus aucun sens en fait. Et il voit bien non seulement que la Russie ne peut plus les financer, mais que de plus, ce serait vraiment pas difficile de choper les stocks existants et d'aller les vendre à qui voudrait bien les acheter. Et pourquoi ça? Mais parce qu'avec le bordel qu'était l'effondrement de l'URSS, les salaires ne sont plus payés, et en fait, une précarité qui s'installe jour après jour. Et donc, pour se faire un petit peu de tunasse, certains étaient pas loin de se laisser tenter, voire carrément se sont laissés tenter, d'aller revendre des souches de pathogènes, voire leurs propres compétences, à des régimes ou à des organisations pas nécessairement très bien intentionnées. On sait par exemple que l'Iran et l'Irak ont bénéficié du savoir de scientifiques de ce programme et que la Corée du Nord a eu accès à des souches de variole. Et comprenez bien un truc, ça, c'est ce qu'on sait. Et c'est donc dans ce contexte qu'en 1992, sous couverture d'un congrès, Ali Beck déserte la Russie et se rend aux États-Unis où il collaborera avec la CIA et le FBI. Et par « il collaborera », je veux dire qu'il va tout déballer. À titre, il révèle, entre autres choses, l'étendue du programme et de ses capacités de production, donc notamment les 300 tonnes d'anthrax par an à Stepnokorsk, de la variole stockée par tonnes, des milliers de litres de Botox et de peste. Bref, largement de quoi anéantir l'humanité. Et vu l'ampleur du bordel déclenché par les révélations des déserteurs, la jeune Russie, elle est bien obligée de reconnaître les faits. Et donc d'avouer au moins en partie qu'elle a violé le traité sur les armes biologiques. Le 11 avril 1992, Boris Eltsine reconnaît officiellement l'existence du programme et promet son démantèlement. Des sites seront rapidement fermés, des stocks d'anthrax et de variole seront détruits sous supervision britannique ou américaine. Genre à Stepnokorsk, ils avaient enterré des centaines de tonnes d'anthrax qu'il a fallu neutraliser. Ça devait être quelque chose comme opération, ça. Tout ce ramdam sonne officiellement la fin du programme Biopreparat, même si des rumeurs suggèrent que des échantillons de variole auraient été conservés dans le feutré. Quant aux scientifiques, certains sont retournés dans le civil, d'autres ont vendu leur savoir, et d'autres encore ont tout simplement disparu. Tout ce programme illustre bien l'énorme problème que constituent les armes biologiques. En plus du risque de perte de contrôle, le développement et les tests d'armes biologiques peuvent être discrets, mais vraiment très discrets. Une bombe atomique, même une toute petite, si tu veux tester et que t'en fais péter une, il y aura toujours un sismographe quelque part pour détecter l'explosion ou un satellite qui passe au-dessus pour s'affoler. Mais un pathogène, y compris un pathogène qui peut décimer l'humanité tout entière, ça tient dans la poche d'un jeans. Ça peut se tester au 36e sous-sol d'un bâtiment non officiel planqué au milieu du désert. Et en vrai, tant que la maintenance oublie pas de changer les filtres, ça se fait sans que personne ne soit au courant. Alors, abonnez-vous ou réabonnez-vous. Mais dans tous les cas, restez curieux et prenez le temps d'y penser.